fini. Et parfois, il est fortement sanctionné, soit par la prison, soit par l'exil. Et c'est peut-être les quelques grands philosophes arabes qui ont énormément influencé, il ne faut pas l'oublier, influencé l'Europe de la Renaissance, l'Europe du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ils se sont un peu expatriés dans la pensée européenne et on l'oublie souvent. Maintenant, grâce à des gens comme Alain de Libera, on est en train de les ressusciter et je le salue en passant, ce maître des auteurs français qui est maintenant au Collège de France, il a vraiment donné lieu à une véritable résurrection de la pensée islamique de l'époque du XIe siècle que l'Occident, grâce au XVIIIe siècle, grâce à Kant, grâce, c'est vrai, à une autre révolution de la pensée, ont été oubliés et injustement oubliés. Alors ce constat de l'injustice qui est faite aux philosophes au sein de la cité, un constat qui est à la fois politique et lourd de sens philosophiquement parlant, Al-Farabi n'est pas le premier à le faire. Je vous propose de remonter dans le temps bien avant et d'aller dans la République de Platon, au livre 6 de la République. Nous allons entendre un texte tout de suite interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin, un texte qui, à sa façon, de manière métaphorique et non musicale, exprime cette même difficulté pour le philosophe de trouver sa place dans la cité et le désastre qui en découle pour la cité de ne pas savoir reconnaître l'importance des philosophes. Et puis, en écoutant ce texte, peut-être en sortant, Benoît Chantry nous l'accompagnera au xylophone. Écoutez. Représente-toi des matelots qui se pressent sans relâche autour de leur patron, le priant et le harcelant de 100 manières pour qu'il leur confie la barre du capitaine. Le brave patron, ils le réduisent à l'impuissance. Après quoi, ils se mettent à boire et à festoyer, et leur navigation ressemble à ce qui est prévisible avec de tels marins. Par surcroît, ils encensent et appellent navigateur, grand pilote, expert en navigation, celui qui aura eu l'habileté de les aider à devenir des chefs, alors qu'ils blâment en le traitant d'inutile celui qui ne les aide pas. Ils ne se rendent même pas compte que le vrai pilote doit nécessairement se soucier du temps, des saisons, du ciel, des astres, du vent et de tous les éléments qui ont de l'importance dans l'exercice de son art, s'il veut réellement devenir un véritable commandant de navire. Quant à la manière de piloter, avec ou sans l'assentiment de certains membres de l'équipage, il ne croit pas qu'il soit possible de l'apprendre ni par la théorie ni par l'expérience pratique, et par là même d'apprendre la technique du pilotage. Quand pareilles choses se produisent sur des navires, ne crois-tu pas, Adimante, que le vrai pilote sera traité de rêveur, perdu dans les nuages, de bavard, de propre à rien par ces mêmes marins qui ont affrété de la sorte leur navire ? Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'examiner ce tableau en détail pour comprendre qu'il représente la situation des cités dans leur rapport avec les vrais philosophes, et pour saisir ce que je dis. Cette irruption du carillon religieux dans la musique profane qui vient illustrer un texte de philosophie, c'est parfait. Ce sont les rencontres inattendues, Youssef Sedik. Absolument, absolument. Tout s'agence. Mais alors cette métaphore du navire
prend Platon, ou plutôt Socrate, qui explique dans ce texte à Adimante pourquoi dans les États les philosophes sont déconsidérés. Donc métaphore du navire à bord duquel les matelots seraient indisciplinés et ignoreraient que le pilotage suppose une technique, illustre donc l'absence de place du penseur dans la cité, mais aussi devant ce que vous nommez le vulgaire en réalité. Est-ce qu'on peut dire que l'utilisation de cette métaphore par Socrate est identique à l'utilisation de la musique par Al-Farabi, qui devant la cour du roi se détourne du discours philosophique pour employer une autre manière de s'exprimer afin de toucher les gens? Tout à fait. D'abord, à la même époque, vous savez, pour donner une idée de l'époque de Al-Farabi, une idée très simple avec des chiffres qui parlent, Bagdad à l'époque comptait 1,5 million d'habitants, alors que Lutèce, qui deviendra Paris, comptait entre 5 000 et 10 000 âmes. Et j'ai traduit un livre qui s'appelle Brin de chicane, paru chez Loeb, qui s'appelle La vie quotidienne à Bagdad au Xe siècle, où on dénombre, quelqu'un a compté dans une exploitation agricole que Bagdad consommait 1 million de salades par jour. C'est des chiffres vraiment ahurissants. Donc, il y avait une effervescence énorme. Il y avait ces diables de Karmat, des révolutionnaires qui voulaient tout simplement abolir la puissance, la surpuissance de la religion, qui s'appelle les Karmates, et dont Al-Mutanabbi, dont j'ai parlé, le grand poète, était certainement un membre. Beaucoup de philosophes étaient membres clandestins. Ils ont, figurez-vous, volé la pierre noire de la Kaaba, c'est-à-dire la pièce maîtresse pour le pèlerinage, le 5e pilier. Ils l'ont volé pendant un quart de siècle. Il n'y avait pas de pierre noire, et les gens faisaient le pèlerinage sans la pierre noire. Ils l'ont rendu contre rançon, après, au califat. Donc, il y avait une effervescence absolument digne d'un très grand roman, d'une très grande saga. Et, à l'intérieur de cette effervescence qui va dans tous les sens, social, politique, littéraire, économique aussi, la musique était, pour les philosophes, la seule échappatoire, la seule planche de salut. Et donc, on partait de très loin. On partait des présocratiques, de Pythagore, de tous ceux qui ont pensé la musique dans l'Antiquité, pour arriver en même temps à des gens comme Isaac de Mossoul, Ishaq al-Mawsali, dont on fait aujourd'hui même des reproductions de sa musique. Il y avait de très grands musiciens comme Ziryab, dont on parle aujourd'hui dans les répertoires des Arabes. Et cette tendance à recourir à la musique, c'est un peu une manière de se présenter devant cette société compliquée et despotique, déguisée, du moins vaccinée de toutes les vicissitudes de l'époque. Et ce n'est pas pour rien que l'un de ses ouvrages les plus importants s'appelle Le Grand Livre de la musique. C'est un homme qui a pensé la musique comme instrument, parce qu'il était un grand critique de l'instrumentation, mais aussi théorique. Et on va peut-être, Adèle me l'a dit hors antenne, qu'elle allait lire un texte sur la physique du son. Mais vous révélez tous nos secrets. Alors, avant d'en venir à la lecture de ce texte, en effet, on va le lire. Juste un point quand même, puisque vous dites que la musique, pour les philosophes de cette époque, était comme une planche de salut. Mais on peut aussi y voir, du coup, l'aveu de l'impuissance de la philosophie. Est-ce que c'est pas une défaite pour la philosophie que de se taire et de changer de discours et de s'exprimer à travers la musique? Non, moi je crois que recourir à la musique, c'est reprendre le langage des lettres, les langages des caractères, des sons de linguistique, qu'on appelle aujourd'hui linguistique, les reprendre par le nombre. Le nombre aussi est un langage. Et ce n'est pas pour rien que, à la même époque, une science immense a vu le jour. C'est celle de l'algèbre. Mais cette fois-ci, elle est native de cette région-là, du Moyen-Orient, à l'époque du Xe siècle. C'était l'algèbre, c'est un nom qui a gardé même sa structure arabe. Al-Jabr, ça veut dire ce qui remet les fractures en place. Et c'est pour ça que l'équation est une manière de lisser ce qui est fracturé, lisser ce qui est épars, ce qui est dans la dispersion, et le rendre cohérent. C'est donc un autre langage, retrouver une cohérence à travers quelque chose que les princes ne peuvent pas atteindre, qui reste invulnérable pour les princes. C'est un autre langage de puissance. Et ça, on va le voir
beaucoup plus tard avec Wagner, avec Nietzsche, avec Prokofiev, avec tous les musiciens